Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous avez une longue bibliographie, vous vivez aux États-Unis, vous êtes géopolitologue, économiste et vous avez été professeur d'université en France. Mais vous êtes aussi senior philo de Gatteston Institute, donc un groupe de réflexion sur les sujets sociétaux, les sujets bien sûr proprement américains, mais qui intéressent aussi bien sûr le sujet juif israélien et la géopolitique mondiale. Vous êtes dans ce vif du sujet parce que, voilà, on a eu un événement extraordinaire, c'est l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump, euh, qui avait été annoncée, elle était vraiment plan à plan, vraiment pied à pied, et finalement, il a tout raflé. Il a raflé le Congrès, et il est aujourd'hui donc élu avec une large majorité et j'allais dire élu par aussi ces fameux sept États bascules, les swing states, dont on disait qu'il y en avait quelques-uns qui lui échapperaient, notamment la Pennsylvanie. Alors, c'est quoi cette élection? Comment vous l'avez vécu cette élection? Vous qui avez déjà donné des éléments et des indices dans vos livres précédents. Ben, je dirais que cette élection, ça a été un moment d'espoir pour une large partie du peuple américain et maintenant c'est un moment de joie. Je dois dire que les gens que je croise dans la ville où je vis, Las Vegas, sont très différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient avant l'élection. Quand on va dans des villes de la côte ouest ou à New York, c'est peut-être différent puisque ces villes ont voté démocrate, mais en tout cas là où je suis et dans une large partie de l'Amérique, c'est la joie et cette joie est très très explicable. Elle est très explicable pour des raisons que l'on n'évoque quasiment pas dans le contexte francophone. L'administration Biden est présentée très souvent dans le contexte français et dans le contexte francophone comme ayant un bon bilan. C'est complètement faux. Je dirais que beaucoup d'Américains retiennent essentiellement, d'une part, l'inflation, qui a été très forte. Alors maintenant, elle a baissé, mais j'expliquerai dans un instant pourquoi elle a baissé. L'inflation a été très forte et de facto, les Américains qui vont faire leurs courses au supermarché voient des prix qui sont supérieurs d'environ 25% à ce qu'ils étaient il y a 4 ans. En 4 années, c'est une différence considérable qui entame le pouvoir d'achat. Le prix des carburants a à un moment doublé et maintenant il est supérieur de 50% à ce qu'il était au moment où Joe Biden est arrivé à la présidence. Dès lors qu'on sait qu'en dehors des grandes villes du nord-est et de Chicago, les Américains se déplacent essentiellement en voiture, c'est aussi une très grosse ponction sur le budget d'une famille. Enfin, j'ajouterai à cela que le prix de l'électricité a augmenté en moyenne de 30%. Donc vous mettez tout cela bout à bout, vous ajoutez que les salaires ont très peu bougé, ils ont peut-être augmenté de 5%. Vous voyez qu'il y a une perte considérable de pouvoir d'achat pour la population américaine. Et comme je vis aux États-Unis, comme je suis maintenant citoyen américain, je subis les effets de cela. Je dirais que en moyenne, pour ce qui me concerne, je dépense à peu près 1 000 $ par mois de plus que en janvier 2021. Et pour, j'ai les moyens de payer cela. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces moyens et qui ont des très grosses difficultés de fin de mois. J'ajoute à l'inflation, qui est quelque chose de très grave, le fait que la frontière sud des États-Unis, la frontière avec le Mexique, a été quasiment laissée ouverte par l'administration Biden. Ils ont arrêté la construction du mur que Trump avait prévu. Ils ont changé les règles. Les officiers de l'immigration sur la frontière sud ont ordre de laisser rentrer les gens et de leur remettre un papier leur disant, si vous le pouvez, présentez-vous devant un juge pour régulariser votre situation. La plupart d'entre eux ne le font pas. Et donc, vous avez entre 14 et 20 millions d'immigrants illégaux qui sont rentrés dans le pays. Parmi ces immigrants illégaux qui sont rentrés dans le pays, vous avez des gens de toutes les nationalités. Il y a plus de 180 nationalités qui sont représentées. Il suffit de prendre l'avion pour Mexico, de prendre un autobus vers la frontière et on passe. Bon,
Et parmi les gens qui sont rentrés, vous avez des gens qui sont des anciens terroristes censés être repentis, qui viennent du monde islamique. Vous avez une très grande quantité de Chinois et vous avez une très très grande quantité de gens qui sont des délinquants et des membres de gangs qui ont pu rentrer aux États-Unis après avoir été expulsés sous l'administration Trump. Donc des gangs qui Ça, avaient été démantelés ont pu se reconstituer. C'est ça extrêmement... m'amène Ça m'amène à deux remarques. Oui, D'abord, Kamala Harris qui s'est présentée donc pour se substituer à Joe Biden démissionnaire, finalement, c'est elle qui était responsable, qui avait eu la charge, la seule charge qu'elle avait, c'était de protéger l'Amérique de cette immigration illégale venue du Mexique. Et pourtant, voilà un échec. Et puis la deuxième remarque, on parlait toujours avant l'élection de Donald Trump, finalement, on parlait toujours de cet homme qui clivait au maximum la société américaine. Et finalement, c'est lui qui s'est adressé à la plus large majorité, donc il ne clive pas, il les réunit plutôt, puisque même dans les zones qu'on dit portoricaines, qu'on dise de gens de couleur, etc., ben finalement, c'est là qu'il a fait aussi le plein, et même dans je le disais tout à l'heure, en Pennsylvanie, dans ce fameux État où on avait l'habitude de voter démocrate. oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais que maintenant, près de la moitié des hispaniques américains votent Trump. Ils ont voté Trump. Et donc, c'était un électorat qui avant votait plutôt démocrate. C'est fini. Maintenant, la moitié, c'est considérable, vote Trump. Trump a multiplié par trois le nombre de Noirs, d'Afro-Américains qui votent républicain et qui ont voté Trump 7 fois. L'électorat juif qui, aux États-Unis, votait traditionnellement pour des raisons qui peuvent paraître difficiles à expliquer pour les démocrates, a voté à peu près à 40-45% pour Donald Trump, ce qui est un changement très important aussi. Et je dirais que pour moi, ce n'est pas une anomalie. Ce qui était une anomalie est ce qui s'est passé en 2020. En 2020, je regrette de le dire, mais l'élection a été extrêmement trouble sur de nombreux points, et je l'explique dans mes livres. En 2020, vous alliez partout, mais vraiment strictement partout aux États-Unis. J'ai traversé le pays plusieurs fois. Et partout, vous aviez de l'enthousiasme, des foules de 30, 40, 50 000 personnes qui se pressaient pour acclamer Trump. Vous aviez en Floride, j'ai des amis en Floride qui ont un bateau, vous aviez des convois de bateaux qui portaient des drapeaux pour soutenir Trump. Vous aviez des routiers qui faisaient des convois aussi. Quand vous aviez un meeting, ils étaient très rares, de Joe Biden, vous aviez entre 0 et 20 personnes. Bon. Et néanmoins, Joe Biden est censé avoir été triomphalement élu. Cette fois-ci, je dirais que l'enthousiasme était le même dans les rues des États-Unis, mais simplement le Parti républicain, échaudé par ce qui s'est passé la dernière fois, avait mobilisé 500 avocats et 30 000 assesseurs dans tous les États où ils pensaient que des fraudes avaient eu lieu. Et donc les élections se sont déroulées normalement et cela a abouti aux résultats que l'on voit. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que finalement, de cette élection, on a vu les démocrates, au lieu de jouer la carte justement de l'économie, d'une politique intérieure qui aurait été sinon réussie, mais en tous les cas stabilisée, on les a vus jouer tout le temps sur la peur, le personnage outrancier, etc., excentrique. Et finalement, c'est Donald Trump qui a joué la carte de l'inflation, la carte de justement parler du pétrole, et bien de cet or noir qu'il allait remettre un petit peu à flot, qu'il allait revenir à quelque chose où les Américains pourraient largement en profiter, quelles que soient leurs conditions sociales. Donc, il y a quelque chose de bizarre qu'on est présenté à chaque fois Donald Trump comme l'homme qui clive, alors que finalement, il a réuni. Exactement, exactement. Mais je dirais que les démocrates n'avaient guère le choix. Je dirais qu'ils ne pouvaient pas se présenter
sur leur bilan. Leur bilan économique, pour les raisons que j'ai énoncées, est catastrophique. Bon. Alors des gens vont me dire, il n'y avait pas de chômage, mais il y a très rarement autant de chômage aux États-Unis qu'il y en a en Europe. Les États-Unis sont en général une société où le plein emploi règne, et quand vous avez un chômage qui dépasse 5%, ça apparaît comme absolument catastrophique. C'est pas le cas dans des pays comme la France où le chômage peut atteindre 8-10% régulièrement. C'est pas du tout comme ça aux États-Unis. Donc les Américains sont habitués à cette situation. Ce à quoi ils ne sont pas habitués, c'est à une inflation très forte, à une érosion très forte de leur pouvoir d'achat, et donc à un changement de leur vie quotidienne qui doit être marquée par la pénurie. Ça, c'est pas du tout dans la mentalité américaine, et les Américains n'ont pas pardonné aux démocrates de leur avoir imposé cette inflation-là. L'immigration dont j'ai parlé il y a un instant, l'immigration illégale, a débouché sur une hausse forte de la criminalité, parce que, comme je l'ai dit il y a un instant, on a laissé rentrer des criminels qui avaient été expulsés du pays, et les criminels, que font-ils? Eh bien, ils commettent des crimes. Et donc, vous avez eu une montée de la criminalité dans quasiment toutes les grandes villes américaines, et vous avez eu des meurtres absolument atroces qui ont marqué l'opinion. Donc ça fait partie du bilan de l'administration Biden. Et l'administration Biden, avec ce bilan-là, elle ne pouvait pas dire nous avons un bon bilan. Non, ce n'est pas du tout le cas. Je peux ajouter que par la frontière sud, un produit qui est fourni par la Chine aux gangs qui font de la frontière, qui font passer des immigrants clandestins, ces gangs font aussi passer du fentanyl. Et le fentanyl est un véritable poison mortel qui se présente parfois sous la forme de bonbons. Et vous avez eu, depuis que Biden est là, plus de 70 000 morts à cause du fentanyl tous les ans. Et beaucoup de morts sont des adolescents qui ont pensé qu'on leur donne un produit anodin, comme ça, qui voulaient essayer. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que les Américains ne pardonnent pas. Donc, l'administration Biden avait ce bilan. Kamala Harris ne pouvait pas vanter ce bilan, dire on a un excellent bilan. Donc la seule chose qui leur restait pour espérer être élu, c'était effectivement de diaboliser Trump, de le présenter comme la réincarnation d'Adolf Hitler ou de Benito Mussolini, de dire qu'il va détruire la démocratie, et j'en passe et des meilleurs. Effectivement, toute la campagne des démocrates était basée sur une volonté de diaboliser Donald Trump et de faire peur aux Américains. Les Américains, malheureusement pour les démocrates, connaissent Donald Trump. Il a été président pendant 4 ans. Il a eu un bon bilan, à la différence des démocrates. Et donc, les Américains s'en souviennent. Et il n'y a que vraiment les gens complètement enfermés dans des idées de gauche dogmatiques qui ont pu penser que Trump était effectivement une réincarnation d'Adolf Hitler ou de Benito Mussolini. Ça n'a pas marché du tout. Alors, nous sommes dans une émission de géopolitique à Olam Amedoubar, le monde en question. Et justement, on dit souvent que avec l'arrivée de Trump, la situation du monde, euh, le paradigme va changer avec lui. Est-ce que vous y croyez vraiment? Ah, tout à fait, tout à fait. Je dirais que Trump a des projets très très précis et je dirais que toute l'équipe qu'il a mis en place actuellement, qui fera partie de son administration, qui sera au cœur de son administration, va mener une politique radicalement différente qui sera la continuation de la politique qu'il avait menée sous son premier mandat. C'est-à-dire que pour le Proche-Orient, commençons à parler du Proche-Orient, Trump avait mené une politique très précise. Trump avait mis en place une politique dans laquelle il avait dit aux pays du monde arabe sunnite, rapprochez-vous d'Israël si vous voulez vous développer, et nous vous protégerons contre l'Iran. Nous mettons une condition, ne financez plus les groupes terroristes islamiques, il en est c'est hors de question désormais. Et donc, cette politique de Donald Trump pendant son premier mandat, elle a euh, débouché sur les accords d'Abraham, qui ont été la plus grande avancée vers la paix au Proche-Orient en 7 décennies. Vous parliez d'accord d'Abraham, et c'était très intéressant parce que les Israéliens, finalement,
euh, ont eu au moins une certitude, c'est que dans ces accords d'Abraham qui ont été mis en place par l'administration Trump dans son premier mandat, finalement, malgré tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, ces accords d'Abraham ont tenu. Alors, une question tout de suite qui nous vient à l'esprit, est-ce que le projet de rapprochement avec l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'elle a des liens aussi avec le clan Trump, l'administration Trump, est-ce que l'Arabie Saoudite, vous croyez à un rapprochement avec Israël dans le cadre de ces accords d'Abraham, alors même que l'Arabie Saoudite a dit quand même il y a très peu de temps, lors de du sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, euh, avoir eu des mots très durs sur Israël et plutôt vouloir s'éloigner. Comment vous interprétez un petit peu l'arrivée de Trump, l'Arabie Saoudite, Israël? En complément à ce que j'ai dit préalablement, je dirais qu'il faut parler de la politique qu'avait menée l'administration Trump contre l'Iran. L'administration Trump avait mené une politique de sanctions très stricte contre l'Iran et avait pour objectif d'asphyxier le régime et, si possible, de le mener vers sa chute. Et je dirais que lorsque l'élection de novembre 2020 a eu lieu, le régime des mollahs en Iran était très proche de la chute, il était en très mauvaise posture. C'est l'administration Biden qui l'a sauvé. Et je dirais que cette politique menée par Donald Trump vis-à-vis du régime des Mollahs, vis-à-vis de l'Iran, faisait partie intégrante de ce qui a pu permettre de conduire aux accords d'Abraham. C'est-à-dire que les pays du monde arabe sunnite considèrent que l'Iran est leur ennemi, tout comme Israël considère que l'Iran est leur ennemi, et donc ils se sentaient rassurés par la protection offerte par Donald Trump. À partir du moment où l'administration Biden est arrivée au pouvoir, tout a changé. D'une part, l'administration Biden, sur un plan israélo-arabe, israélo-palestinien, a dit nous voulons revenir absolument à la solution à deux États et a pratiqué une extrême mansuétude vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Donald Trump avait rompu tous les liens avec l'autorité palestinienne. Euh, L'administration Biden les a rétablis et a rétabli les financements accordés par les États-Unis à l'autorité palestinienne. Et une partie de cet argent va jusqu'à Gaza, hein. Bon, il faut regarder les choses en face. Bon, c'est logique. Je dirais que s'il y avait des élections au sein de l'autorité palestinienne, le Hamas l'emporterait encore maintenant. Bon. Donc, On il y a peut eu même cette première politique. De oui, j'allais dire, on peut même y rajouter d'ailleurs l'UNRWA, cet organisme des réfugiés toutes les palestiniens. sanctions ex- américaines contre l'Iran. Donc l'Iran s'est considérablement renforcé et je dirais que ce renforcement a permis à l'Iran de toucher 100 milliards de dollars en 3 ans grâce à l'administration Biden, ce qui a changé tous les paramètres. D'une part, pour Israël, parce que je dirais que le Hezbollah, qui n'avait plus de financement, le Hamas, qui n'avait plus de financement, les milices houthis au Yémen, qui n'avaient plus de financement, ont retrouvé un financement venant de l'Iran. Et ce financement est obtenu grâce à l'administration Biden. Et je dirais, je l'ai dit dans des articles, que l'administration Biden a dès lors une responsabilité lourde dans les atrocités perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Parce que si le Hamas n'avait pas eu d'argent, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, il n'aurait pas eu les moyens ni les entraînements requis pour faire ce qu'il a fait. Bon. Et donc, les paramètres ont changé. Pour ce qui concerne le monde arabe sunnite s'est dit aussi, nous n'avons plus de protecteurs américains face à l'Iran. Et comme le monde arabe sunnite a peur de l'Iran,
ça a eu des conséquences. Pour ce qui concerne l'Arabie saoudite, au départ, après il a essayé d'arranger les choses, Biden a pris une position d'hostilité radicale vis-à-vis de Mohamed Ben Salman. Et Mohamed Ben Salman a d'ailleurs été menacé plusieurs fois. Il y a eu des tentatives de meurtre, des tentatives d'assassinat. Et donc Mohamed Ben Salman est devenu résolument hostile à l'administration Biden, a craint l'Iran et a décidé dès lors de s'entendre avec la Chine et par l'intermédiaire de la Chine a renoué des relations diplomatiques avec l'Iran pour se protéger. Et donc Mohamed Ben Salman tient les discours qu'il tient maintenant concernant Israël parce qu'il y a eu ce changement. Et donc je dirais que l'administration Biden a cassé en partie les liens qui commençaient à se tisser entre l'Arabie saoudite et Israël parce qu'il en a voulu très profondément l'administration Biden. Donc ce qu'il faudrait maintenant pour relancer les accords d'Abraham, ce que Donald Trump voudrait faire, c'est trouver des moyens de renouer avec l'Arabie saoudite et de renouer des relations de confiance avec l'Arabie saoudite. Mais l'administration Biden, sur ce plan, a été absolument catastrophique. Elle a été aussi catastrophique pour ce qui concerne la mer Rouge, puisque les milices houthis rendent la navigation quasiment impossible dans la mer Rouge, et cela continue jusqu'à présent, ce qui a des effets pour Israël, et ce qui a aussi des effets pour le commerce maritime mondial. Alors, il est vrai qu'il y a quelque chose qui nous a choqué, en tous les cas dans le milieu surtout militaire israélien, c'est cette insistance au cessez-le-feu. Insistance au cessez-le-feu parce que d'abord, les otages ne sont pas libérés. Donc d'abord, on libère les otages et puis effectivement, la guerre peut s'arrêter ou en tous les cas envisager un cessez-le-feu à moyen et court terme. Et puis dans le même temps, le souvenir que quand il y a eu cessez-le-feu qui a décidé que l'Amérique a décidé de se retirer de l'Afghanistan, on a vu une chose absolument horrible, terrible. Ces gens s'accrochaient aux avions. Vraiment, une Amérique qui était affaiblie, une Amérique qui abandonne finalement ses amis. Alors on se dit que cesser le feu ici dans des conditions où nous ne serions pas parvenus à nos objectifs premiers, celle d'avoir la possibilité de se défendre, c'est faire le jeu finalement de nos ennemis et en même temps avoir confiance dans notre ami véritable, l'Amérique, qui a abandonné tout le monde en Afghanistan. Ça nous a choqué un petit peu cette insistance comme ça du cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il y a de quoi être choqué, effectivement. Mais je dirais que ce qu'il importe de comprendre, et c'est ce que j'ai écrit dans des articles en anglais publiés aux États-Unis, c'est que l'administration Biden a, concernant Israël, fondamentalement les mêmes positions que Barack Obama. Barack Obama considérait Israël comme une forme de colonie occidentale au milieu du monde arabe islamique et voulait que cette colonie rapetisse devienne la plus petite possible, la moins dangereuse possible. Et donc c'est la même politique qui a été suivie par l'administration Biden. Et l'administration Biden ne voulait pas à Gaza que le Hamas soit totalement détruit. Et elle espérait, elle voulait déjà pas que l'armée israélienne intervienne à Gaza. C'est pour ça que l'intervention a tardé. Il a fallu des jours et des jours avant que l'intervention se fasse. Et après, l'administration Biden a freiné considérablement l'intervention. Et à la fin, elle a dit surtout n'allez pas à Rafah, etc. Bon. D'un bout à l'autre, l'administration Biden a agi pour sauver le Hamas et en espérant réinstaller une autorité palestinienne dans la bande de Gaza et en sachant parfaitement que cette autorité palestinienne aurait été prise en main par le Hamas. Donc elle voulait en gros un retour à la politique antécédente. Et ça a été sa politique aussi en Judée-Samarie. En Judée-Samarie, la politique de l'administration Biden
a été une politique visant à renforcer l'autorité palestinienne et à freiner toute action de l'armée israélienne qui pourrait s'en prendre aux terroristes. Et je dirais que c'est la même chose au nord. L'administration Biden n'a rien fait pour que le Hezbollah ne se renforce pas. Et quand Israël a fini par décider d'intervenir au Liban, l'administration Biden a été contre. Elle l'a fait comprendre d'une manière très très claire. Toutes les interventions défensives d'Israël ont été faites contre l'avis de l'administration Biden. Et quand Israël a décidé de réagir face à l'Iran, qui est la tête de la pieuvre au Proche-Orient, l'administration Biden a pris des positions très claires et a dit à Israël, si vous ripostez à l'Iran, nous ne vous soutiendrons pas, nous ne serons pas concernés. Et après, l'administration Biden a dit, la deuxième fois, après les deuxièmes bombardements iraniens, euh, ne touchez surtout pas aux installations nucléaires et aux installations pétrolières de l'Iran. Donc, laissez l'Iran continuer à gagner beaucoup d'argent en exportant du pétrole et laissez l'Iran continuer à avancer vers l'arme atomique et devenir une puissance atomique militaire. Voilà, ça a été ça le discours, si on le déchiffre, de l'administration Biden. Et donc, sur tous ces plans, il va y avoir des changements radicaux. Je dirais que le discours de Donald Trump est très clair sur ce plan. Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahou qu'il avait un feu vert complet, qu'il aurait un feu vert complet de sa part dès qu'il serait au pouvoir, concernant le Hamas, concernant le Hezbollah, et un feu vert aussi vis-à-vis de l'Iran. Et Donald Trump a même dit, si vous voulez toucher les cibles nucléaires et les cibles pétrolières, n'hésitez pas. Bon, la politique va être changée radicalement et je dirais que je pense qu'au bout de 4 années de la deuxième présidence Trump, le Proche-Orient peut être radicalement différent. Israël peut retrouver la sécurité, le Hamas et le Hezbollah vont être en très mauvaise posture et les mollahs iraniens ont toutes les raisons d'avoir peur et je dirais que leur peur est pleinement justifiée pour le coup. Donald Trump va aussi s'intéresser à d'autres régions de la planète. Je pourrais parler de la guerre russo-ukrainienne. Vous parliez de ce qui s'est passé en Afghanistan. Effectivement, ce qui s'est passé en Afghanistan était abominable. C'était une débâcle. C'était un abandon d'alliés des États-Unis et même un abandon d'Américains qui ont été abandonnés sur place. Ça a été honteux ce qui s'est passé et Poutine a regardé cela. Il s'est dit, bon, l'administration Biden est une administration nulle, lâche, qui provoque une débâcle, donc je peux y aller. Je peux envahir l'Ukraine, il ne se passera pas grand-chose. Et on présente sans cesse dans le contexte francophone Biden comme quelqu'un qui a aidé l'Ukraine. C'est complètement faux. Je dirais que d'une part, si Biden avait fait preuve changeant son attitude par rapport à l'Afghanistan, de fermeté vis-à-vis de Poutine. Il lui avait dit, par exemple, toutes les options sont sur la table si vous envahissez l'Ukraine. Je pense qu'il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Ukraine. À la place de cela, une semaine avant l'invasion de l'Ukraine, Joe Biden a dit dans une interview, s'il y a une petite incursion russe en Ukraine, ce ne sera pas très grave. Qu'est-ce que cela veut dire pour quelqu'un comme Poutine? Ça veut dire que c'est un feu vert. Et qu'est-ce qu'il a fait quand l'Ukraine a commencé à être envahie? Il a dit à Volodymyr Zelensky, je suis prêt à vous envoyer un avion, vous quittez le pays, vous laissez le pouvoir aux Russes. C'est parce que Zelensky a résisté et l'armée ukrainienne a résisté aussi que il a fini par décider de donner des armes à l'Ukraine. Mais tout l'armement qu'il a donné à l'Ukraine était notoirement insuffisant. C'est-à-dire qu'il a donné à l'Ukraine les moyens de ne pas être complètement enfoncée par la Russie, mais en aucune façon les moyens de repousser la Russie et en aucune façon les moyens de défendre effectivement l'Ukraine, ce qui a mené à la situation actuelle. Toutes les armes qui ont été fournies par les États-Unis à l'Ukraine ont été fournies trop tard et en trop petite quantité. Et donc le résultat, c'est des centaines de milliers de morts ukrainiens. L'Ukraine est un pays qui en supplément est très largement détruit et je dirais qu'il est impossible dans le contexte actuel pour l'Ukraine de reprendre les territoires que la Russie a
conquis. Je dirais que la meilleure solution, c'est un accord avec Poutine, mais bien évidemment, cet accord ne peut pas être passé par Joe Biden. Il n'a jamais d'ailleurs cherché à le faire. Il ne peut être passé que par Donald Trump. Et je dirais que Donald Trump a les arguments, a la force pour obtenir un accord équitable mettant fin à cette guerre abominable. Mais la responsabilité de l'administration Biden dans la destruction de l'Ukraine est absolument effroyable. Ce n'est jamais dit, cela doit être dit. Il y a quelque chose qui ressemble d'ailleurs à cette générosité, mais qui en fait est un aveu de faiblesse, c'est on a retrouvé chez Barack Obama quand il a voulu faire ami-ami avec Morsi, des frères musulmans, et puis en même temps euh, faire cette menace à la Syrie, si vous franchissez la ligne rouge en utilisant des armes chimiques, nous interviendrons. Finalement, ils ne sont pas intervenus parce qu'il a laissé cette marge de manœuvre. Et on retrouve chez Biden, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, bon, bah, si vous faites une petite incursion, ça ira. Si vous vous contentez de cela, on n'intervient pas trop. Et finalement, on voit qu'en laissant au dictateur donc une marge de manœuvre, finalement, et une, ils s'en servent, et deux, ils surenchérissent, et on le voit avec l'Afghanistan. Aujourd'hui, les talibans qu'on a voulu présenter comme des modérés, aujourd'hui sont devenus plus encore obscurs, plus extrémistes qu'ils ne l'étaient même lors de leur première règne en Afghanistan. Oui, tout à fait. Et je dirais qu'en plus de cela, en Afghanistan, l'administration Biden a abandonné sur la base de Bagram des milliards, on parle de 85 milliards d'armements sophistiqués que les talibans ont revendus en partie à la Chine et en partie à l'Iran. Et donc l'armée iranienne dispose de matériel militaire américain sophistiqué grâce à la politique inepte et monstrueuse qui a été menée par l'administration Biden. Et cet armement peut être utilisé contre Israël. La politique de l'administration Biden est désastreuse sur tous les plans. Et je dois dire, je suis consterné et révolté quand je vois des gens dans le contexte francophone la défendre en disant finalement Biden a été très bien vis-à-vis de l'Ukraine. Il a vraiment défendu l'Ukraine. C'est un ami d'Israël. Non, tout cela est complètement faux. Et je dirais Bah, que les mêmes mais pas- commentateurs, oui. Parlons-en justement de la bien-pensance. La bien-pensance, vous l'avez dit souvent, et d'autres maintenant le répètent, euh, que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, dans quelques années, ça se passera aussi en Europe. Et finalement, bon, on l'a vu avec le wokisme, on l'a vu avec finalement cette bien-pensance où il s'agit, comme le disait un fameux ancien ministre français des Affaires étrangères, nous ne sommes plus dans ce temps de puissance militaire, mais dans une puissance de valeur. Et finalement, on a bien vu que c'est au moment où qu'on a choisi de vouloir croire qu'on avait tous les mêmes valeurs, que le leader islamiste, leader terroriste s'est davantage multiplié. Il y a quand même un signe qu'on voit que l'arrivée de Donald Trump semble, en tous les cas, faire bouger les choses, c'est que, je ne sais pas si vous l'interprétez comme moi, mais voilà que, à peine arrivé, il semblerait qu'une accélération des puissances militaires, celle d'Israël par exemple, qui gagne, vous l'avez dit, avec un feu vert peut-être de Donald Trump, et qui gagne du terrain, qui va prendre un maximum donc de liberté pour assurer ses défenses futures, et en même temps on voit Poutine aller multiplier aussi donc ses incursions et ces bombardements absolument effroyables, parce qu'à un moment donné, ils le savent, il faudra négocier avec Donald Trump, quelqu'un qui a des idées arrêtées, fermes, des convictions, où le monde bien devra compter de nouveau sur l'Amérique.
Oui, tout à fait, mais je dirais que c'est une forme de constante de l'histoire, depuis la Deuxième Guerre mondiale au moins, voire depuis avant. Lorsque les États-Unis ont un président fort et déterminé, ils sont la première puissance du monde, hein. Donc quand les États-Unis ont un président fort et déterminé, les dictateurs ont peur et la liberté avance sur la planète. Quand les États-Unis ont un président faible. Et je dirais que Joe Biden est un président extrêmement faible ou un président qui a des idées de gauche ou d'extrême gauche. Malheureusement, je dirais que lorsque je regarde les grands médias en France, je dirais qu'ils ne font pas de l'information sur tous ces sujets. Ils désinforment, ils ne disent pas la vérité, ils ne disent jamais la vérité. Et je dirais que c'est la même chose chez un certain nombre d'hommes politiques. On croirait qu'ils ne se souviennent pas de ce que Trump a fait pendant son premier mandat. On dirait qu'ils sont complètement amnésiques sur ce plan et je dirais qu'ils devraient, au minimum, comprendre que Donald Trump n'est pas complètement abruti. Ils devraient, c'est pas évident quand on les écoute, et ils devraient comprendre que Donald Trump est quelqu'un de fort et de déterminé qui est à même de dissuader les dictateurs et de rendre le monde plus sûr pour la liberté et pour la démocratie. En tous les cas, il semble qu'il ait fidélisé son exécutif avec des hommes forts, avec des vraies convictions. Est-ce que vous pensez que ça serait propre à faciliter ce qui nous a, nous, principalement en Israël, à savoir la libération des otages? Je pense que oui. Je dirais que si vous regardez le régime iranien a cessé d'être arrogant et demande même à négocier avec la future administration Trump. Donc il y a des changements de discours comme ça qui montent dans l'atmosphère et je dirais que comme on dit aux États-Unis, ils comprennent que bientôt il y aura un nouveau shérif en ville. Et donc c'est cela qui prend forme et c'est cela qui se dessine. Et je dirais que l'équipe qu'a constituée Donald Trump, dont je peux en parler il y a un instant, est constituée de gens qui ont des idées claires, nettes et précises et qui sont des très grands amis d'Israël. Avoir choisi Mike Huckabee pour devenir ambassadeur des États-Unis en Israël, c'est un choix on ne peut plus clair. Mike Huckabee est un chrétien évangélique, c'est l'un des plus grands amis d'Israël qu'il y a dans les médias américains. Et c'est quelqu'un qui considère que la Judée-Samarie est une terre juive qui devrait être israélienne. Bon, voilà, Puis ça on va va être. parler, et puis on va parler d'université et de la France, justement. Euh, et alors, paradoxalement, avec la nomination de cette nouvelle ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, c'est celle-là même qui avait mis à la question, soumis à la question, ces fameux présidents d'universités américaines qui laissaient finalement les Juifs être maltraités finalement même s'organiser une haine anti-juive, anti-israélienne sur les campus américains. Et alors, j'en arrive à la France. Finalement, là, on n'a pas attendu longtemps en France aussi, et particulièrement donc avec cet endroit emblématique, Sciences Po, qui a cessé d'être occupé, et même encore dernièrement, malgré les anniversaires absolument tragiques du 7 octobre, malgré ce qui s'est passé à Amsterdam, on a vu donc ces occupations continuer, se poursuivre. Alors, vous qui avez été professeur d'université en France, à Paris 8, si je ne m'abuse, vous avez connu ces étudiants-là. Comment expliquer que l'administration ne réagisse pas? Mais je dirais que la France est un pays où les gouvernements successifs pratiquent l'apaisement et sont presque en voie de soumission à l'islamisation du pays. Ils ne veulent pas faire trop de vagues et je dirais qu'il y a même des propos qui parfois peuvent être odieux et peuvent être des incitations à l'antisémitisme à mes yeux. Lorsque l'on voit Emmanuel Macron dire, comme il l'a fait il n'y a pas très longtemps, à Binyamin Netanyahou
qui ne peut pas prétendre incarner la civilisation parce qu'il pratique la barbarie, je dirais que c'est presque un discours qui est un appel du pied à la France insoumise, qui est maintenant un parti islamo-gauchiste et antisémite. Et je dirais que le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas participé à la marche contre l'antisémitisme à Paris était aussi tout à fait significatif. Je dirais qu'il y a une forme de lâcheté qui règne en France. Il y a très peu de gens qui réagissent face à cette lâcheté. Il y a des gens comme Éric Zemmour qui ont réagi et je dois le dire, même si ça paraît politiquement incorrect de le dire, le Rassemblement national a été le principal parti à dénoncer l'antisémitisme islamique qui monte dans le contexte français. Et c'est le parti qu'on désigne comme le parti qui incarne le fascisme et l'abomination des abominations. Je dirais que je peux regarder les déclarations des dirigeants des autres partis, aucun n'a été aussi clair et aussi net sur le sujet. Je dirais que la France est enfermée dans la lâcheté, mais je dirais qu'aux Pays-Bas, c'est un peu la même chose. Je connais bien Geert Wilders, que j'ai rencontré plusieurs fois. C'est quelqu'un qui n'arrête pas, depuis des années et des années, de dénoncer l'islamisation du pays, de dénoncer la montée de l'antisémitisme aux Pays-Bas. Son parti a gagné il y a un an les élections aux Pays-Bas. Qu'ont fait tous les autres partis, ils se sont dit surtout il ne faut pas que Geert Wilders arrive au pouvoir. Et donc ils ont monté une espèce de coalition un peu hétéroclite qui ne fait quasiment rien. Et sur quoi ça débouche? Ça débouche sur le pogrom abominable qui a eu lieu récemment à Amsterdam. Et hélas, ce pogrom ne m'a pas surpris au vu de ce qui se passe en général dans la société néerlandaise. Mais je dirais que ce type de problème, vous pourriez l'avoir en Belgique, vous pourriez l'avoir au Royaume-Uni. Londres est de plus en plus le pays qui a été décrit comme Londonistan par la chroniqueuse juive qui est maintenant israélienne et britannique, Melanie Phillips. Je dirais que Londres est devenue une ville dangereuse pour les juifs. Paris est une ville plutôt dangereuse pour les juifs aussi. C'est une honte de laisser les pays d'Europe occidentale évoluer dans cette direction et j'aimerais qu'il se produise en Europe occidentale une réaction semblable à celle qui a lieu en ce moment aux États-Unis, où une majorité de la population a dit ça suffit comme ça. Et je dirais que, hélas, les gens qui disent ça suffit comme ça sont minoritaires pour le moment en Europe et on fait tout pour les exclure du pouvoir politique. Pour conclure, je vous avais promis d'aborder après l'Amérique. Alors, pour vous dire la vérité, waouh, c'est un petit peu comme quand on avait lu le livre Soumission de Welbeck. On garde une certaine amertume après la lecture de ce livre. Et après l'Amérique, j'avoue que c'était pas très, très joyeux, finalement, ce que vous avez écrit. Euh, et pourtant, euh, il y a un autre livre, moi, qui reste un peu mon livre de chevet, que j'aime beaucoup, que vous avez écrit. C'est Les Mille et une vies de ce Libanais né en Syrie, à Damas. Euh, alors, son nom Donc est c'est compliqué. un Iranien. C'est un Iranien. Un Iranien, pardon, qui est né à Damas. Son nom est compliqué Redouane Obeida. C'est le frère merci de beaucoup. Abbas Obeida. Voilà, qui a été lui-même, qui a été, je crois, Ambassadeur ambassadeur. du Caire aux Nations Unies. C'est ça. Et finalement, quand on regarde euh, ce que vous avez écrit sur Obeida et ses vies incroyables autour de la culture, autour de la géopolitique, autour de l'engagement politique aussi, euh, voir quelqu'un d'aussi lumineux venir d'Iran euh, et finalement son père, Abou Abbas, être cet homme aussi qui, je crois, d'ailleurs meurt en 79, hein, Il a été d'arriver. assassiné par le régime islamique quand il s'est mis en place. Et on voit que là, il y avait cet tyran possible, il y avait tout ce potentiel-là. Bon, je n'oublie pas non plus les exactions de la Shabak, la police secrète du Shah, qui était particulièrement terrible, mais il y avait en tous les cas cette volonté d'ouverture, peut-être avant qu'il y ait cette peur qui s'est traduite par
par plus de police, plus de répression, mais il y avait en tous les cas cet Iran qui, depuis les années 50, était ami d'Israël, porté vers l'occidentalisation, et où des gens comme Oveida pouvaient avoir ces mille et une vies. Alors je me suis dit que après l'Amérique, si les gens sont suffisamment conscients que euh, l'autre n'est pas censé être comme moi, et que finalement se respecter, c'est respecter la civilisation de l'autre, eh bien, on peut se dire que on s'enrichit chacun des vies de l'autre sans vouloir pour autant se les approprier, devenir iranien ou devenir américain. J'ai trouvé dans votre livre quelque chose qui était très respectueux, d'ailleurs même admiratif, d'Ovaïda, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de peut-être plus d'espoir que dans l'après l'Amérique, que de nous dire, ben voilà, cet homme-là n'est pas dupe, il connaît la réalité, c'est lui que je dois écouter. Oui, mais j'ai écrit après l'Amérique pour expliquer où en étaient les États-Unis et que Oui, si jamais cela continuait, cela allait être une véritable catastrophe pour les États-Unis et pour le monde. Et je l'ai écrit pour expliquer en détail tout cela parce que ce n'était jamais dit. Et donc je dirais, si les gens veulent comprendre à quoi les États-Unis ont échappé et ce qu'a été le caractère effroyable de l'administration Biden, mon livre Après l'Amérique est le seul qui explique cela. Et c'est précisément parce que les Américains ne voulaient pas que les États-Unis soient détruits, ne voulaient pas vivre après l'Amérique, que Donald Trump a pu triompher et être élu. Et Feridun Oveida appartenait aussi, effectivement, c'était un ami proche, il appartenait à l'Iran d'avant les Mollahs, d'avant l'ayatollah Khomeini. Et cet Iran-là était un Iran ami d'Israël. C'était un Iran qui évoluait dans une direction très positive. La police du Shah était impitoyable, mais sur certains plans, je peux comprendre qu'elle ait été impitoyable parce qu'il savait, le Shah d'Iran, que les islamistes tentaient d'avancer vers le pouvoir et il savait qu'il y avait aussi des mouvements d'extrême gauche qui aussi essayaient d'avancer vers le pouvoir. Et donc, il ne voulait pas que son pays sombre. Hélas, l'Iran a sombré. Et je dirais que l'Iran n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque du Shah et à l'époque de mon ami Feridun Oveida. en tous les cas, que sa mémoire soit bénie parce que c'était vraiment à lire donc ce livre, Les Mille et Une Vies de Veïda, de Fédéroun Oveïda. C'est un plaisir de retrouver cet Iran-là qu'on espère revenir. Et quand on voit la population réagir, eh bien, on peut tendre à l'espérer. Quand on voit finalement aujourd'hui que le paradigme semble pouvoir changer avec une nouvelle administration plus clairement affichée avec ses alliés, alors que peut-être après l'Amérique, si c'est vrai ce que vous disiez et que je rappelais tout à l'heure, si ça se passe bien en Amérique maintenant, alors peut-être ça se passera bien aussi en Israël et en Europe et dans cette France que nous aimons, vous et moi. Merci, Guy Millière. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes un homme qui écrivait beaucoup, un homme particulièrement soigné, méticuleux, et je regrette que vous ne soyez pas plus largement invité dans les forums littéraires parce que vous avez une parole sans tabou, sans réserve, et pourtant très franchement documentée. Donc je le regrette, mais en tous les cas, ici en Israël, si vous voulez expliquer encore à votre fils ce qu'est Israël, venez vite, vous serez les bienvenus, en tous les cas sur les plateaux de Torrent TV. Je suis Merci. venu de nombreuses fois en Israël donner des conférences. Je voulais y revenir quand il y a eu les atrocités du 7 octobre 2023. Ensuite, je dirais que les circonstances n'étaient pas propices. Je pense que Israël avait à se défendre et que c'était ça la principale préoccupation. Mais dès que possible, même si je vis maintenant à 10 000 kilomètres d'Israël, je reviendrai avec le plus grand plaisir. Et on vous y accueillera avec grand plaisir, en tous les cas sur le plateau de Torrent TV. Merci, Guy Millière. Merci.